Bismillah. Parmi les majestueuses montagnes de Kabylie, vivait autrefois un charbonnier pauvre et démuni. Il était père de 7 filles et peinait beaucoup pour nourrir sa nombreuse famille. Tous les matins, il se rendait dans la forêt et travaillait avec acharnement. Le soir, à son retour, l'homme était tout noir de charbon. Ses filles avaient honte de sa condition et s'en désintéressaient complètement. Elles passaient le plus clair de leur temps à s'occuper de leur toilette. Elles aimaient se farder et jouer aux bourgeoises. Tessadit, la cadette des filles, était très différente. Elle s'occupait des tâches ménagères et prenait soin de son malheureux père. Volontaire et généreuse, elle se montrait toujours indulgente vis-à-vis de la paresse et de l'indifférence de ses sœurs. Essayant constamment de réparer leurs erreurs et de combler leurs désirs, cette fille était également d'une remarquable beauté et d'une formidable sagesse. En outre, elle excellait dans l'art de parler. Son éloquence et la finesse de son esprit étaient reconnues de tous. Dans tout le village, on la citait en exemple. Au fur et à mesure que la jeune fille mûrissait, elle montrait un comportement digne des plus grands sages et philosophes. Si bien que sa merveilleuse réputation atteignit le palais du roi Plaisantin. Ce monarque se passionnait uniquement pour les énigmes, les satires et les bouffonneries. Sa cour regorgeait de farceurs et de conteurs. Il organisait régulièrement des tournois à ce propos. Quand ce roi fantasque et excessif entendit parler des talents surprenants de la jeune Tessadit, il eut envie de la connaître et de la mettre à l'épreuve. Il convoqua alors le pauvre charbonnier. Celui-ci trembla de peur, connaissant la tyrannie de l'homme. Il se rendit au palais, priant le ciel de lui venir en aide. Le roi s'adressa au charbonnier. J'ai entendu dire que ta petite dernière a le don de résoudre n'importe quelle énigme. Serait-elle aussi forte qu'on le prétend? Ô noble seigneur, il me semble que ce que l'on dit au sujet de ma fille est quelque peu exagéré. Je suis votre modeste serviteur et ferai tout ce que vous demanderez, répondit le charbonnier, effrayé par le regard pénétrant du souverain. Eh bien, je veux que tu rapportes à ta fille l'énigme suivante. Je possède un arbre qui a 12 branches. Chaque branche se décompose en 30 rameaux, précisa le roi. Si ta fille arrive à deviner de quoi il s'agit, elle sera récompensée. Si par malheur elle échouait, je vous trancherai la tête à tous les deux. Tu as une semaine pour me fournir une réponse. Le charbonnier quitta le palais complètement abattu, ne sachant comment aborder sa fille. Il la croyait en effet incapable de trouver la réponse à l'énigme du roi. Quand Tessadit remarqua la grise mine qu'affichait son père, elle soupçonna des ennuis. Elle l'interrogea. Confie-toi, père, dis-moi ce qui te tourmente. Je te vois triste et pensif. Le charbonnier confia à sa fille les raisons de son souci. La jeune fille sourit et dissipa ses craintes. Ce n'est pas difficile, père. Je crois que le roi veut parler de l'année. Les 12 branches étant les 12 mois de l'année, et les 30 rameaux les 30 jours du mois. Le charbonnier estima la réponse trop évidente et dit à sa fille d'une voix sceptique. Si le roi s'est donné tant de mal, c'est sans doute que la réponse à l'énigme doit être bien plus ardue. Crois-moi, père, c'est la réponse qu'il faut donner au roi. Le jour fatidique arriva, et le charbonnier se rendit auprès du roi, le cœur serré et en proie au doute. N'ayant point d'autre réponse que celle trouvée par sa fille cadette, il la lui livra. Le roi s'exclama. Bon, bon, voici que ta tête et celle de ta fille sont épargnées. Pour te témoigner ma satisfaction, je te demande la main de cette fille à l'esprit si fin. Perplexe, le charbonnier n'en crut pas ses oreilles. Il hésita un peu et finit par lui avouer ses craintes. Sire, ma fille est bien trop jeune et trop humble pour toi. Comment un roi aussi puissant que tu es daignera-t-il regarder la fille d'un misérable charbonnier comme moi? Déterminé et impatient, le roi décréta. C'est décidé, je la veux. Dans 12 mois, j'enverrai à ma fiancée les offrandes du mariage. Tâche de préparer ta fille à cet événement. Le charbonnier, encore sous l'effet de la surprise, rassembla difficilement ses forces pour rentrer chez lui. Il ignorait de quelle manière prendre la chose. Fallait-il se réjouir de la nouvelle ou bien s'en inquiéter? La fantaisie du roi, ses désirs extravagants et son humeur lunatique étaient bien connus de tous. Tessadit, assez étonné par la nouvelle,
considéra malgré tout sérieusement la proposition du roi, et peu à peu se prépara à devenir l'épouse de cet homme si singulier. Les 12 mois fixés s'écoulèrent, le charbonnier attendit avec impatience et anxiété à la fois les messagers du roi. Il fit de son mieux pour les recevoir dignement. La modeste demeure vit arriver 17 serviteurs, chargés de somptueux présents destinés à la fiancée. Celle-ci fut ravie par la magnificence des cadeaux envoyés par le roi. Elle fit montre d'une grande hospitalité et sut se rendre agréable à ses invités. Ces derniers ne cessaient de l'observer ainsi que le roi le leur avait ordonné. Or, durant leur périple, les serviteurs jaloux de la fiancée, estimant qu'elle ne méritait pas toutes les largesses du roi, s'étaient emparés d'une partie des présents. Intuitive, la fine Tessadit le devina. Néanmoins, elle les reçut honorablement et feignit de ne rien remarquer de leur fâcheux agissement. Elle les priait de goûter à son thé. Autour de la table, l'un des émissaires du monarque demanda à la jeune fille: Où est donc passé ton père? Il est allé mettre de l'eau dans l'eau, répondit-elle. Et ta mère, où est-elle? Demanda-t-il encore. Elle est partie voir ce qu'elle n'a jamais vu, répondit Tessadit. Aucun des hommes du roi ne comprit quoi ce fut au propos de la jeune fille. Ils leur semblèrent même sarcastiques et méprisants. Cependant, ils ne dirent rien. Bientôt la famille fut au complet. Tessadit décida de servir le dîner qu'elle avait soigneusement préparé. Elle présenta un succulent couscous au poulet. Elle coupa avec une remarquable délicatesse les morceaux de viande et les distribua soigneusement. Elle offrit à son père la tête du poulet et quelques morceaux de la poitrine. À sa mère, elle donna le dos et partagea le reste de poitrine entre ses deux frères. Ses sœurs reçurent les ailes. Quant aux serviteurs, elle leur offrit les pattes. Elle partagea le reste des poulets de la même manière. Les invités échangèrent leurs regards étonnés, mais se gardèrent bien de tout commentaire. Tous passèrent une bonne soirée. Quand ils furent sur le point de quitter la maison de la fiancée, cette dernière s'adressa à eux. Remerciez de ma part votre généreux maître et présentez-lui mes respects. Je vous charge aussi de lui dire exactement ceci. Il manque du duvet à la perdrix, de l'eau à la mer et des étoiles au ciel. Le roi attendit ses messagers avec impatience. Quand ceux-ci furent auprès de lui, il leur demanda de lui narrer tous les détails, de lui raconter et de lui décrire les faits et gestes de sa fiancée, ainsi que tout ce qu'elle avait pu dire. L'un des serviteurs s'avança et relata. Sire, ta fiancée nous a bien reçus, mais nous n'avons rien compris à ce qu'elle nous a dit. Elle ne parle que par énigme. Justement, fit le roi, rapportez-moi exactement ces paroles. Les serviteurs firent le récit complet et détaillé de la visite. Aussitôt le roi sermonna ce sujet. Espèce d'idiot, ce n'est pourtant pas sorcier. Quand elle vous dit que sa mère est partie voir ce qu'elle n'a jamais vu, cela signifie qu'elle est partie assister à un accouchement. Quant au père, il est allé dévier l'eau du courant pour activer la roue de son moulin. Vous savez qu'une fois sorti du moulin, l'eau retourne vers le courant, expliqua le monarque, non sans ridiculiser ses messagers. Et comment expliquer le partage des poulets, sire? Osa demander l'un d'eux. Son partage me paraît logique et équitable. Au père revient la tête du poulet car il est le chef de la famille. À la mère revient le dos car elle est la charpente du foyer. Au mâle de la famille, elle a réservé la poitrine car il constitue le rempart qui la protège des attaques extérieures. Aux sœurs, elle a remis les ailes car ce sont des filles et la coutume veut qu'un jour la fille quitte ses parents pour vivre chez son époux. Quant à vous, imbécile, elle vous a offert les pattes car c'est sur vos 2 jambes que vous êtes allé la voir. Ce n'est pas tout, fit l'un des domestiques. Avant de nous laisser partir, elle a ajouté ceci. À la perdrix, il manque du duvet. À la mer, il manque de l'eau. Et au ciel, il manque des étoiles. Le roi s'empourpra et s'écria. Soyez maudits. Qu'avez-vous fait de mes offrandes, misérables? Les valets s'empressèrent de répondre. Nous les avons remis à votre fiancée comme convenu. Vous avez osé me voler, petite vermine. Si ma fiancée dit qu'il manque du duvet à la perdrix, cela veut dire que vous avez dérobé des étoffes d'or. Elle dit aussi qu'il manque de l'eau à la mer. C'est que vous avez également pris du parfum. Pire encore, vous êtes permis de toucher aux aimants des bijoux. Sinon, il ne manquerait pas d'étoiles au ciel.
vous voilà démasqué. Les serviteurs se jetèrent immédiatement aux pieds du roi, implorant son pardon. Celui-ci voulut leur infliger un châtiment exemplaire, mais se retint à la dernière minute pour éviter de choquer sa promise. Il se contenta de les prévenir. Disparaissez de ma vue, et que je ne vous reprenne plus en train de voler, sinon je vous couperai les mains. Quelques jours s'écoulèrent, et vint le moment de célébrer le mariage du roi. Le royaume entier était en liesse. On favorisa les réjouissances, et on offrit à boire et à manger à tous. Les poètes, les conteurs, les magiciens, les danseurs et les musiciens égayèrent les 7 prestigieuses nuits de noces que réserva le roi à sa Dulcinea. Quand Tessadit arriva dans sa demeure royale, paré de ses ornements chatoyants, parfumés de roses et de jasmin, la démarche aussi gracieuse que celle d'une perdrix, le roi en fut tout ébloui et eut du mal à croire qu'il s'agissait de la fille du pauvre charbonnier. Il proposa d'ailleurs à ce dernier d'améliorer sa condition, tant il était fier de la fille qu'il lui donnait en mariage. Confortablement installé, Tessadit resplendissait de 1000 éclats. Le charme de sa compagnie attirait tout le monde, et son éloquence enchantait tous les esprits. On ne jurait plus que par son nom. Le roi, bien qu'amoureux de sa jeune épouse, restait fidèle à sa passion. Il était toujours aussi féru de plaisanteries et de bonnes histoires. Il avait gardé l'habitude de faire une partie d'échecs avant de s'endormir, mais personne ne réussissait à le battre. Il finit par se lasser de gagner. Un jour, il invita son épouse à jouer contre lui. Celle-ci eut le pressentiment qu'elle le vaincrait. De peur de le froisser, elle le pria de renoncer à son idée. Le roi devina la raison de son refus. Vexé et blessé dans son orgueil, il devint véhément et la menaça. Si un jour, par malheur, ton esprit venait à battre le mien, je te répudierai. L'homme doit demeurer le plus fort. Souviens-toi bien de cela. Tessadit, qui aimait tellement son mari, n'osa pas lui livrer le fond de sa pensée. Elle feignit de vouloir jouer avec lui et le laissa gagner afin d'éviter sa colère. L'incident fut clos, et la jeune reine apprit à ruser pour éviter au roi tout objet de mécontentement. Un soir, la reine, installée sur sa terrasse, profitait de la petite brise parfumée aux senteurs des innombrables et magnifiques fleurs de ses vergers, quand elle surprit l'écho d'une conversation entre 2 inconnus. L'un faisait à l'autre le récit de sa mésaventure. Depuis mon arrivée dans ce pays, mes ennuis n'ont pas cessé. J'ai eu confiance en un homme. Il m'a volé mon poulain. J'ai demandé justice au roi. Il s'est empressé de me traiter de voleur. L'homme a réussi à convaincre le roi que mon poulain était l'enfant de sa mule. J'ai même dû lui verser une amende. Mon pauvre ami, quelle injustice, s'apitoya l'autre homme. Du haut de sa terrasse, la reine entendit l'histoire et fut prise de compassion pour l'étranger. Elle fut indignée de ce qui lui était arrivé, tant et si bien qu'elle s'adressa à lui, malgré l'interdiction formelle du roi de se montrer ou de parler à ses sujets. Elle le réconforta. Tout n'est pas perdu, brave homme. Surpris, les 2 hommes levèrent les yeux, mais ne virent personne. La reine ajouta. Il n'est pas nécessaire de me voir. L'important est que justice soit faite. Alors faites ce que je dirai. L'étranger ne sut toujours pas quelle était la voix qui lui parlait, mais la trouva si réconfortante qu'il lui demanda. Comment espérer justice alors que mon procès a déjà pris fin et que le verdict a été rendu? Le roi s'est trompé, expliqua la reine, et tu n'as pas assez défendu ta cause. Je sais ce qu'il faut faire pour y remédier. Le lendemain, l'étranger demanda de nouveau audience au roi. Excédé, le souverain le menaça de lui trancher la tête s'il n'avait pas de bonnes raisons pour le déranger. Comme la reine le lui avait recommandé, l'homme expliqua. Ce n'est pas pour l'affaire d'hier que je suis là, sire. Voilà ce dont il s'agit. J'ai planté un carré de fèves près de la rivière. Au moment où je m'apprêtais à en faire la récolte, des poissons ont surgi de l'eau et ont tout mangé. Furieux et caustique, le roi grogna. Misérable créature, on t'a donc jamais dit que le jour où les poissons sortiront de l'eau pour se nourrir, ce sera la fin du monde? Naturellement, sire. Je le sais bien, répondit doucement le plaignant. Mais l'on raconte aussi que le jour où la mule mettra bas un poulain, ce sera la fin du monde. Le roi se tut un instant, appréciant la sagesse de l'étranger. Cette fois, il le crut et lui demanda. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de cela hier, lors de ton procès? C'est que, répondit l'homme,
Je m'en suis rendu compte que cette nuit. Le roi rendit justice et l'étranger repartit satisfait. Malheureusement, le souverain reconnut là la finesse d'un esprit qu'il admirait beaucoup, celui de son épouse. Il en déduisit que c'était elle qui avait conseillé le plaignant. En outre, il connaissait son penchant incontrôlable pour la justice. Désapprouvant le fait qu'elle lui eût désobéi, il entra dans une colère noire et se rendit dans ses appartements, le regard froid et menaçant. Il lui lança: Comment as-tu osé outrepasser mes ordres et violer mes interdictions? Rappelle-toi, je t'avais prévenu que si un jour ton esprit venait à faire de l'ombre en mien, je te chasserais de ma vie. Alors prends ce que tu as de plus cher et va-t'en d'ici au plus vite. Bien, fit la reine. Après tout, je l'ai mérité, car je n'ai pas respecté ta parole. J'accepte donc ton châtiment. Mais sire, je te sais généreux et clément. Me permettras-tu une dernière faveur? Si c'est la dernière, oui. De sa voix douce et charmeuse, Tessadite lui murmura: Honore-moi, Seigneur, de ta présence au dîner de ce soir, puisque c'est le dernier que je prendrai dans ce palais. Veux-tu m'offrir cet agréable souvenir en cadeau d'adieu? Bon, céda le roi. Je viendrai, mais je ne m'attarderai pas. Le soir venu, la reine prépara un dîner savoureux. Elle décora ses appartements de mille et une fleurs suaves et fit brûler de l'encens, de musc et de girofle. Elle se para de son plus beau costume de soirée et arrosa subtilement son corps d'un parfum exquis et enivrant. Quand le roi entra dans la pièce, il aperçut une telle aura se dégageant de sa femme que l'on fut surpris. Elle l'installa confortablement et lui servit des breuvages divins. Le souverain prit tant de plaisir à être en sa compagnie qu'il ne tarda pas à tomber dans l'ivresse la plus totale. La reine Tassadite attendit de voir son époux endormi sous l'effet de l'alcool pour le mettre dans une malle. Elle prit ses affaires et quitta le palais. Traînant son lourd fardeau, elle marcha toute la nuit. Au petit matin, la reine, enfin rassurée, s'arrêta pour se reposer. Exténuée, elle sombra dans un profond sommeil. Brusquement, le roi, qui commençait à étouffer dans sa cachette, s'agita, donna des coups, ce qui fit sursauter la jeune femme. Elle souleva aussitôt le couvercle. Soulagé, le roi respira profondément, regarda autour de lui et l'interrogea d'une voix nerveuse et impatiente. Où suis-je? Et que fais-je ici avec toi? Tendrement, la reine lui répondit: Tu es avec ton épouse, sire. Souviens-toi, hier tu m'as chassé, mais tu m'as autorisé à prendre ce que j'avais de plus cher. Et comme je n'ai rien de plus cher au monde que toi, j'ai quitté le palais en t'emmenant avec moi. Le roi ne sut quoi répondre. Il fut agréablement surpris par le tour que lui avait joué sa femme. Il comprit à quel point elle l'aimait. Il la serra alors dans ses bras et déposa sur son front un doux baiser. Puis il s'approcha de son oreille et lui murmura: Je sais à présent que ma vie n'aurait plus aucun sens sans toi. Dès lors, le souverain s'assagit et tempéra ses humeurs. Il n'hésita plus à demander conseil à son épouse. Il devint moins tyrannique et fit preuve d'une grande humilité. Tissadite fit le bonheur de son bien-aimé, mais aussi celui des siens et de tout son royaume. Et dans ce pays-là, quand une fille naissait, on avait alors coutume de dire que le ciel t'offre la sagesse de Tissadite.